Donc, je me présente Nicolas Martin. Je suis à la fois le gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle ESS Pratique, dont je vais vous parler ce matin, donc, qui est un réseau de l'ESS qui porte une démarche d'amélioration continue. Je suis aussi consultant dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle l'Ouvre-Boîte, qui est sur Nantes. On est en scope. On est 350 entrepreneurs salariés et près de 150 sociétaires. Voilà, moi, mon parcours, j'ai été 17 ans directeur d'une ONG à l'international. C'est ce qui m'a amené dans ma posture de conseil auprès des acteurs de l'ESS en 2010, où j'ai changé de métier et je me suis tourné vers les enjeux développement durable après avoir perçu aussi les impacts euh, les impacts écologiques notamment sur la bauxite pour toutes ces pollutions liées notamment à l'extraction minière. Et c'est ça qui m'a motivé, en tout cas, de rentrer dans les enjeux de transition écologique et d'amélioration continue en France. Donc, pour vous présenter la SIC, donc, après 10 ans de conseil auprès des organisations de l'économie sociale et solidaire, j'ai fait beaucoup de DLA. J'accompagne beaucoup les organisations dans l'écriture de leurs projets stratégiques, projets coopératifs, projets associatifs, en mixant en fait l'implication des salariés, des administrateurs, beaucoup de parties prenantes autour de la rédaction de ce projet. Est arrivé en 2010 l'ISO 26000, puis la loi de 2014 sur les enjeux d'amélioration continue avec le guide des bonnes pratiques de la loi ESS, et on s'est penché là-dessus pour se dire comment on peut accompagner les petites organisations pour monter en compétence sur les enjeux de l'amélioration continue, de l'impact social, l'impact sociétal et de l'utilité sociale. Donc, initialement, on a démarré ça avec des cartons Bristol sur des formes d'accompagnement, notamment dans le milieu de l'insertion par l'activité économique. J'ai beaucoup travaillé avec Chantier École, qui était le premier partenaire qui s'est posé cette question pour les entreprises sociales apprenantes. Et puis, progressivement, on s'est dit qu'il fallait apporter un outil numérique. Et c'est comme ça qu'est né le projet de SS Pratique en 2015-2016, par une mise en ligne en fait, d'un outil numérique dédié aux démarches de progrès, de RSE, de RSO, d'utilité sociale. Ce projet-là, il s'est construit au départ, donc moi je l'ai porté en tant qu'entrepreneur porteur de projet au sein de cette coopérative d'activité et d'emploi. Je me suis rapidement rendu compte que porter un projet seul de ce type n'avait pas de sens, et qu'il fallait le mutualiser. Donc je me suis tourné vers la CRES des Pays de la Loire, et ensemble, en fait, on a commencé à travailler. Donc il est sorti des RESCOP, qui est le nom de ma société en tant que bureau de conseil individuel, et on l'a rentré dans une démarche d'utilité sociale et sociétale autour d'un groupe de travail qui réunissait des collectivités, donc Nantes Métropole, la région, des universitaires, Pascal Glémin pour la chaire ESS à Rennes, et plusieurs têtes de réseau de l'ESS pour se dire, mais de quoi avons-nous besoin pour accompagner les organisations de l'ESS sur leur démarche de progrès, de RSE, de RSO. À l'époque, la RSE, la RSO, c'était plutôt un gros mot dans le monde de l'ESS. On disait c'est le greenwashing, c'est quelque chose qui est pas pour nous. Nous, on est assez naturellement dans la transition, dans les valeurs que l'on porte par la définition de notre propre, de notre objet social. Mais on était quand même tous assez conscients qu'en fait, il fallait aussi dissocier son objet social de ses pratiques en interne, et qu'il était aussi important de se poser des questions sur ses propres pratiques en interne, qu'elles soient RH, qu'elles soient de gouvernance, qu'elles soient évidemment sur les enjeux de transition écologique. Donc, c'est un projet coopératif dans lequel on a progressivement agrégé un certain nombre de réseaux de l'ESS pour réfléchir ensemble autour d'un comité scientifique et éthique, et c'est ce qui a permis de structurer ce projet. Donc, cette plateforme, c'est un site internet qu'on mutualise avec c'est un effort collectif de mutualisation d'un outil numérique
dédié au départ sur les enjeux du guide des bonnes pratiques de la loi ESS et de la RSE. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que les acteurs de l'ESS n'étaient pas simplement intéressés par la RSE, mais avaient besoin d'un outillage plus général sur leur démarche d'amélioration continue, euh, que ce soit le projet associatif, que ce soit des projets autour de la définition de l'utilité sociale, que ce soit des projets sur la fonction RH, que ce soit des projets de démarche qualité. En fait, beaucoup d'acteurs étaient peu outillés et qu'il fallait ouvrir finalement le champ de l'investigation ou du référentiel, ce qu'on appelait un référentiel en fait, pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de progrès. Donc nos objectifs, ils étaient, donc ils le sont toujours, de pouvoir outiller les acteurs, de pouvoir aussi rendre compte et valoriser les pratiques. On a aujourd'hui pas mal de structures de l'ESS qui ont du mal à faire valoir leurs pratiques. Et je prendrai pour exemple les acteurs de l'insertion par l'activité économique dans leur dialogue avec les DETS, par exemple, ou les départements dans le dialogue de gestion, où en dehors des sorties positives pour l'emploi, il y a beaucoup de choses qui se font, de pratiques qui se font sur la reconnaissance des salariés auprès d'un point de vue administratif, la confiance en soi, la gestion de son budget, le développement de ses relations sociales. Tout ça n'est pas valorisé dans les actions d'insertion par l'activité économique. Or, elles sont essentielles et il était important de pouvoir en rendre compte aussi au-delà du strict cadre du dialogue de gestion avec la collectivité ou avec l'État. Et puis, il y avait un enjeu aussi de coopérer entre réseaux. On se rend bien compte que qu'on soit un acteur culturel, qu'on soit dans l'IAE, qu'on soit dans le secteur social, sanitaire ou sanitaire et social, en fait, il y a quand même pas mal de, de silos qui fait qu'on n'a pas trop l'occasion finalement de partager nos pratiques. Et ça nous semble intéressant du point de vue de la CRES aussi de pouvoir partager ces pratiques avec chacun ses spécificités, mais de construire des ponts plus riches voilà, entre acteurs de l'ESS. Nos valeurs, elles s'appuient bien sûr sur les enjeux de transition écologique, de RSE, sur des valeurs aussi d'accessibilité. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que si les grosses organisations ont les moyens de se payer des CRM et de l'outillage d'amélioration continue, il y a beaucoup de petits acteurs, notamment dans le milieu associatif, qui n'en ont pas les moyens. Donc, cette question de l'accessibilité financière, elle a été aussi posée entre nous. Et puis, excusez-moi, je déplace. Un sujet aussi important, c'est la question de la transparence sur l'utilisation des données sur ce type d'outillage. C'est que, vous savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, c'est le slogan. Là, l'idée, c'était aussi d'être très clair sur le fait qu'on n'allait pas utiliser, exploiter les données des différents utilisateurs de cette plateforme. Voilà. Comment s'est constituée la SIC? Alors, on est né en Pays de la Loire. Donc, on a un collège de fondateurs hein, qui sont la CRES des Pays de la Loire, les acteurs de l'insertion par l'activité économique, donc la Fédération des entreprises d'insertion des Pays de la Loire, le réseau Chantier École. Rapidement aussi se sont associés le réseau Habitat Jeune, donc les FJT, et puis la coopérative d'activité et d'emploi Louvre-Boîte, dont je suis sociétaire et qui a aussi apporté des parts à la coopérative. Un collège de bénéficiaires, donc, qui sont les utilisateurs de l'outil. Donc, on a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui de l'ESS qui en sont sociétaires, qui ont accepté de rentrer dans le sociétariat. Un collège de partenaires du territoire, et ça nous semblait important aussi d'avoir des relais. Donc là, on est plutôt sur des acteurs territoriaux départementaux qui s'impliquent dans cette démarche. Ça peut être aussi des personnalités qualifiées qui peuvent rentrer dans la démarche de la SIC. Et enfin, un collège de partenaires nationaux. Donc, tu évoquais ESS France, qui est rentré il y a un mois dans la SIC. Et puis, on a un deuxième réseau national qui est l'Union nationale Habitat Jeune qui se sert aussi,
qui s'est saisi de cet outil pour notamment accompagner ses adhérents autour des démarches d'évaluation ESSMS, donc établissements sociaux et médico-sociaux. On est une toute petite équipe. L'idée du modèle économique aussi de cette SIC étant de se dire qu'il faut qu'on puisse, si on veut avoir un produit accessible, il faut aussi en limiter les charges. Et donc, ce sont surtout les sociétaires en fait qui sont les premiers vecteurs et accompagnateurs pour faire connaître finalement cette plateforme. Donc aujourd'hui, nous sommes deux, Siki, Rakatobe et moi-même. Et puis, on s'appuie sur quelques prestataires qui sont dans le monde coopératif, donc autour de la communication et autour du développement de l'outil numérique, qui est réalisé par une société Eolis, qui est aussi dans la coopérative Ouvre-Boîte, qui fait le développement sur WordPress. Et ce qui fait la force de la coopérative aujourd'hui, ben, ce sont ces sociétaires. Donc, le CRES, la CRES et le réseau maintenant national des CRES aussi, via ESS France, qui s'impliquent et qui font connaître cette coopérative. On a le réseau autour de l'habitat jeune, on a les CAE et on a les réseaux aujourd'hui de l'IAE qui sont des porteurs promoteurs en fait, de cette coopérative dans leurs différents réseaux. On s'appuie aussi, parce que l'ambition, elle est bien sûr de passer à l'échelle nationale. L'idée, ce n'est pas forcément de développer une grosse équipe au sein de ces pratiques, mais plutôt de s'appuyer sur ce qu'on appelle, nous, des ressources, des consultants, des organisations partenaires qui se déploient à l'échelle nationale avec des champs de compétences autour des différentes thématiques de l'ESS. Et donc, on est à la recherche, et notamment en Occitanie, sur lequel on est peut-être on a moins de relais aujourd'hui. Et d'où aussi l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, en tout cas cet échange aujourd'hui, d'avoir des acteurs qui sont dans l'accompagnement des organisations, parce que ce que l'on propose aujourd'hui à travers la SIC, c'est un outil technique, mais ça n'est pas de l'accompagnement de proximité. Et l'idée étant de pouvoir s'appuyer aussi sur une diversité d'accompagnateurs, de personnes qui sont rompues aux exercices de l'évaluation, de l'accompagnement, de la mesure d'impact, qui puissent, en s'appuyant sur un outil numérique dont je vais vous présenter tout de suite, pouvoir accompagner, être ressource auprès des organisations qui s'interrogent sur ces questions d'amélioration continue. La SIC s'adresse bien sûr en priorité aux acteurs de l'ESS, mais pas que. On s'adresse aussi aux établissements publics. À titre d'exemple, on travaille avec un lycée d'enseignement agricole qui a à la fois un CFA, CFPPA, lycée d'enseignement général, une légumerie sous forme de chantier d'insertion. Et on s'adresse aussi à des TPE, PME qui ne sont pas forcément dans le monde de l'ESS, mais qui aussi ont ces préoccupations d'amélioration continue, de mesures d'impact, de transition écologique et qui ne sont pas forcément toujours outillés pour le faire. Et puis, on verra que cet outil il est aussi utile pour des têtes de réseau, notamment qui cherchent à outiller leurs adhérents et aussi à capitaliser de la donnée, de l'information à l'échelle d'un réseau régional, voire national, par un outil commun qui permet finalement de récupérer de la donnée, de la mutualiser, de la capitaliser et d'en faire un support de plaidoyer. Et c'est un bon outil aussi pour les acteurs du conseil, puisque on peut se mettre en position d'accompagnement à distance en ayant accès à la plateforme à distance vis-à-vis de l'organisation qu'on accompagne. 5 propositions de solutions sont faites à travers la SIC ESS Pratique. Ce qui a été le fondement de la coopérative, c'était les démarches de responsabilité sociétale, RSE, RSO, à travers notamment la mise en ligne du guide des bonnes pratiques de la loi ESS. On traduit une quarantaine de pages dans quelque chose de plus interactif à travers un questionnaire que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, démarche RSE, RSO, transition écologique, juste, solidaire, ça va dépendre des appellations, mais on va s'appuyer sur une diversité de référentiels autour de ces enjeux de la transition. On s'est aussi rendu compte que bon nombre d'acteurs de l'ESS n'avaient pas forcément d'outils pour piloter leurs projets. Donc, projet d'entreprise, projet associatif,
il y a souvent une dichotomie entre le projet associatif que l'on rédige pour les 3 ou 5 ans, projet d'établissement, et les rapports d'assemblée générale qui peuvent être beaucoup plus par activité, un peu en silo, et dans lequel on perd parfois la ligne politique finalement du projet associatif que l'on porte et des valeurs que l'on porte. Donc l'idée, c'était aussi de redonner de la capacité à piloter son projet associatif. On a un troisième cas d'usage qui est celui de l'évaluation externe, donc rentrer dans une démarche se préparer à l'évaluation externe ou à une démarche de labellisation. Donc là, on sera plutôt dans une posture de collecter les données en vue de l'intervention d'un évaluateur qui permet à la fois de rassembler l'ensemble des informations nécessaires, y compris les pièces nécessaires, les indicateurs, la donnée en tout cas, pour pouvoir se préparer en fait à un travail plutôt d'audit. Et enfin, je l'ai déjà évoqué, les démarches de réseau. Donc, travailler, animer un réseau, c'est à partir d'une grille de lecture commune qui peut venir nourrir un observatoire, par exemple, commun. On travaille dans le secteur culturel et des éco-événements, par exemple, pour à la fois récupérer la donnée de l'ensemble de ses adhérents, repérer les signaux faibles, les sujets sur lesquels chacune des organisations travaille, pour pouvoir nourrir soit de l'information capitalisée, soit de l'animation et de l'accompagnement collectif autour des sujets qui préoccupent un réseau. Le principe est assez simple. Quand on rentre sur cette plateforme, c'est qu'on prend un abonnement. Un abonnement, c'est le choix d'un référentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'observer? C'est quoi la grille ou les grilles d'observation qui vont nous permettre de se poser les bonnes questions. On peut y intégrer, je disais, un référentiel existant ou construire son propre référentiel sur mesure. Et à partir de là, identifier ses pratiques, identifier des pistes d'amélioration, capitaliser ces améliorations dans la durée et puis euh, engager une démarche de pilotage qui soit collaborative. Et donc, un compte aujourd'hui, c'est un référentiel pour un accès illimité pour l'ensemble des acteurs qui sont sur ce référentiel dans la structure. Je parlais d'accessibilité. L'accessibilité, pour nous, elle est extrêmement importante. Le fait qu'on soit sur de l'accessibilité financière d'un outil qui soit, je dis souvent sur le ton de la blague quand même que un abonnement à 250 ou 300 euros par an, c'est accessible à des toutes petites associations. Euh, et ça, c'est aussi un point important, sur un point de vigilance qu'on a dans cette coopérative, dans cette SIC, c'est qu'on vienne, si on veut en tout cas accélérer les enjeux de transition écologique, il faut qu'elle puisse être accessible à tous. Et donc, veiller à un outillage qui soit simple, accessible, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi financier, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Dans les référentiels aujourd'hui sur lesquels on travaille, on peut rentrer du référentiel existant, donc du référentiel sectoriel. On travaille avec notamment le réseau RSEI, enfin la FEI, la Fédération des entreprises d'insertion, a développé maintenant depuis 5 ou 6 ans un référentiel en partenariat avec l'AFNOR qui s'appelle RSEI. Il y a pas très loin de 200 entreprises aujourd'hui d'insertion qui sont labellisées en France. On travaille actuellement avec le réseau national Chantier École sur la définition d'un référentiel qualité d'amélioration continue qui est en cours aujourd'hui de finalisation pour un déploiement à venir. On est rentré aussi en partenariat avec la Haute Autorité de Santé sur ce qu'on appelle l'évaluation du social et du médico-social, qui représente près de 40 000 établissements aujourd'hui qui sont soumis à cette évaluation externe. On travaille aussi avec le réseau national Habitat Jeune sur les enjeux donc de l'évaluation qu'on a couplé et mixé avec la RSO, j'y reviendrai. Et puis le guide des bonnes pratiques de la loi ESS qui reste un référentiel générique, accessible à tous pour les secteurs qui n'ont pas finalement décliné de référentiel spécifique. Et puis on peut
travailler des référentiels sur mesure de type je rentre mon projet associatif. On l'a fait par exemple pour la LPO, pour un CPIE, pour une association culturelle, le Festival de Poupée aussi, qui dit ben voilà, moi j'ai un projet spécifique, c'est mon plan d'action, c'est ma façon de mesurer les enjeux de mon association ou de ma coopérative, comment je peux m'outiller, construire cet outil de pilotage pour mon organisation, voire pour mon réseau. Et donc, avec le réseau, un réseau d'une trentaine de centres de santé, on a travaillé sur la définition de l'utilité sociale de ces centres de santé. Et ce référentiel devient le référentiel du réseau dans lequel chacun peut s'inscrire et y piloter finalement son utilité sociale, voir comment elle évolue et comment on la fait monter en maturité au sein du réseau. Un référentiel, là, justement, je vous montre le principe des centres de santé. Donc, 6 axes sur favoriser l'accès aux soins pour tous sur son territoire, contribuer à la lutte contre les exclusions, les inégalités sociales et territoriales, l'accès aux soins, être un espace de démocratie sanitaire locale et participatif, être un espace d'innovation sociale. Donc, ce référentiel a été co-construit entre les acteurs du réseau. Et c'est ça qui va permettre finalement de créer une matrice forte et de construire une identité, un plaidoyer sur les valeurs du réseau. Là, je vous présente le pré-projet, alors qui va bouger, hein, mais en tout cas sur le premier projet sur lequel ont travaillé les acteurs, les entreprises sociales apprenantes autour dans l'IAE sur les chantiers d'insertion, hein. Donc, on retrouve là l'idée qui sous-tendait la démarche de chantier école, c'était de traduire une charte qui a été définie dans les années 2015-2016 en outil opérationnel. Parce qu'une charte, c'est bien, c'est des valeurs communes, mais comment on la traduit dans son organisation en démarche d'engagement, c'est-à-dire quand on parle de culture de la démocratie, comment concrètement on l'intègre dans les questionnements de chacune des organisations à travers la qualité du dialogue avec ses parties prenantes, la culture de la concertation du dialogue social, la gouvernance, comment on l'observe au-delà des règles statutaires, comment on s'ouvre à de nouveaux acteurs dans la gouvernance, comment on la fait vivre, comment on la renouvelle, comment est construit le projet associatif, coopératif, mutualiste, est-ce qu'il est fait de manière très directive ou on prend le temps de construire finalement ce projet avec l'ensemble de ses parties prenantes, etc., etc. Et donc, on va travailler avec chacun des réseaux sur la définition des sujets qu'on souhaite mettre en commun pour construire cette fameuse grille finalement de l'amélioration continue collective. Enfin, troisième exemple, celui du référentiel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc là, on est sur quelque chose de très régalien, très directif. Ce référentiel, je disais, il est à destination de près de 40 000 établissements en France qui sont soumis à cette évaluation externe, qui sont nés aussi d'une préoccupation de la HAS suite à, voilà, aux dérives Orpea, en tout cas de le centrer beaucoup sur le droit de la personne, la bientraitance, donc très tourné vers l'usager, mais qui, de fait, prenait moins en compte les enjeux de transition écologique et notamment la qualité des salariés, de vie des salariés qui travaillent dans ces établissements. D'où une démarche qui a été de se dire, on part de ce référentiel national sur lequel on ne peut pas déroger puisque c'est une obligation légale, mais on y rajoute 2 briques, la transition écologique et l'éducation populaire. Donc là, on est dans un réseau de foyers de jeunes travailleurs hein, qui vont construire finalement une brique supplémentaire. On s'appuie sur le référentiel régalien et on construit les briques supplémentaires sur les questions qui nous paraissent importantes au sein de notre réseau pour construire à la fois une démarche de RSO et d'évaluation externe, sans être obligé d'avoir 36 plans d'action qui parfois noient ou rend difficile, finalement, voire il y a un peu de souffrance à faire du reporting dans les organisations. Donc, de pouvoir construire quelque chose de plus simple et de synthétique.
Quelques démarches en cours. Donc, aujourd'hui, sur l'utilité sociale, ben, je parlais des réseaux de co-santé, mais aussi de la Fédération des centres sociaux, qui eux, bossent là sur la définition de l'utilité sociale. Euh, on a aussi leur scope, donc le réseau des SIC et des scopes, qui s'interroge aussi sur la façon de faire évoluer la révision coopérative. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'obligatoire. Mais comment on fait de la révision coopérative un outil qui s'inscrit plutôt de manière construite dans le temps, de manière continue, en forme d'amélioration continue, plutôt qu'un outil à coup près avec une révision tous les 5 ans, tous les ans, on attend le dernier moment finalement pour remplir les grilles de l'évaluateur de la révision coopérative. Donc là, on travaille avec le, l'URSSCOP de l'Ouest sur la façon dont on pourrait transformer cette évaluation coopérative en un outil de gestion continue pour faire vivre cette vie coopérative, cette gouvernance, sans que ce soit juste répondre à un questionnaire ou à une évaluation externe. Sur la question d'utilité sociale et RSO, ben, j'évoquais le réseau national chantier école qui va se lancer dans une expérimentation nationale dans les mois qui viennent. Il y a le CORAS et l'UNAI aussi, hein, qui ont défini un référentiel autour de la RSO, mais qui est aussi très tourné vers le champ des valeurs du réseau. On a des réseaux qui sont dans le médico-social aussi, qui sont plus tournés sur les enjeux de transition écologique juste et solidaire. Donc, je pense à l'URIOPS aujourd'hui, qui s'interroge, hein, sur comment accompagner les acteurs du médico-social sur les enjeux de transition écologique. Il y a la FAS qui va démarrer aussi un projet dans les mois qui viennent sur la région Centre et Pays de la Loire. Il y a la MAPES, là, qui est un réseau plutôt qui est issu de l'ARS et des réseaux aussi du médico-social qui aimerait accompagner les acteurs du territoire, de leur territoire, sur l'impact écologique des acteurs du médico-social sur les territoires. Il y a des réflexions aujourd'hui avec le RTES aussi, donc le réseau des collectivités en charge de l'ESS. On se voit le 12 juillet prochain, notamment sur un groupe de travail qui se met en place sur l'impact des politiques de l'ESS sur les territoires. Et puis les acteurs du monde culturel qui, autour des événements et tout ce qui va être événements, éco-événements, en fait, comment les acteurs des festivals, notamment, réduisent leur impact écologique, écologique, mais aussi sur les questions, pardon, de violences sexistes et sexuelles sur les festivals, par exemple. Donc là, ils ont une grille aussi commune pour avancer entre festivals sur la réduction. Et enfin, on a des entrées qui sont plus entrées par la qualité. Je pense au monde coopératif et les coopératives HLM, qui, eux, ont monté leur grille autour de qualité en tant que bailleurs sociaux sur les territoires, comment on est bailleur social, on a une démarche qualité et on intègre progressivement les enjeux de transition écologique. C'est le cas aussi de la Fédération des entreprises d'insertion, qui a, au-delà de la question de l'insertion et de la qualité de l'accompagnement à l'insertion, s'interroge sur leur démarche transition écologique. Et l'UNAGE, j'en ai parlé tout à l'heure avec le référentiel SSMS. Ce que je retiens, moi, en tout cas, de ces années d'accompagnement autour de la transition, de l'amélioration continue, de la valorisation de l'utilité sociale sur ces différents réseaux, c'est que peu importe par où on peut rentrer par des logiques de qualité, on peut rentrer par des besoins réglementaires, on peut rentrer par des besoins RH. On revient, enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règles pour s'y mettre. L'essentiel, c'est de s'y engager et que ce soit pour donner du sens à son projet, fédérer ses équipes, gagner en visibilité ou pour des raisons économiques. En fait, on arrive finalement à se rejoindre dans ses intentions. Ne soyons pas trop gourmands, trop ambitieux dès le départ, mais plutôt travaillons
petit bout de lorgnette, point d'entrée, et puis progressivement, on va construire une matrice qui va prendre de l'épaisseur pour intégrer toutes les dimensions des enjeux sociétaux de l'organisation. Petite présentation rapide quand même de l'outil. Donc, l'outil aujourd'hui, vous rentrez par un compte. Votre compte vous donne un accès finalement à trois types d'informations. On est à la fois sur donc, une démarche de diagnostic. Donc, on va pouvoir construire son autodiagnostic et qualifier ses pratiques. Une deuxième étape qui va nous permettre de construire ma démarche d'amélioration continue autour d'un plan d'action et du pilotage de ce plan d'action. Et puis, on aura une troisième brique autour du dialogue parties prenantes, l'identification de ces parties prenantes et de repérer finalement ou d'engager un dialogue avec l'ensemble des partenaires de l'organisation. Votre démarche d'autodiagnostic, elle s'appuie sur un questionnaire assez simple. Donc, c'est la fameuse grille, le fameux référentiel que vous avez identifié. Ce référentiel, là, on est sur un référentiel autour des enjeux de gouvernance pour les entreprises d'insertion, qui va vous permettre de vous positionner sur à la fois une grille. Vous voyez, on a une grande thématique, la gouvernance. On a différents niveaux de réponse. Là, on est sur un référentiel typiquement avec des niveaux d'évaluation initial, engagé, confirmé, exemplaire. Et puis, sur l'ensemble des questions, on va pouvoir se positionner rapidement et construire une première matrice dite de maturité, en fait, sur les thématiques que l'on a choisies dans notre référentiel. De cette matrice-là, on va pouvoir y construire donc et objectiver ces pratiques. Donc, sur chacune de ces questions, on va pouvoir décrire la pratique. Donc, on est beaucoup sur du qualitatif parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir éditer un rapport des bonnes pratiques et pas simplement sortir du chiffre. C'est important aussi de pouvoir raconter l'histoire, de pouvoir exprimer ce que l'on fait, donc de pouvoir dialoguer sur ce que l'on fait et puis y agréger des indicateurs. Là, on a deux options possibles. On peut y intégrer des indicateurs de son choix. Donc, chaque organisation peut avoir les indicateurs, ses propres indicateurs, voire intégrer dans un référentiel des indicateurs prédéfinis si on est dans un réseau où on souhaite avoir des indicateurs partagés. Et puis, se dire si sur cette pratique, sur cette question que l'on s'est donnée, on est dans un niveau satisfaisant. En gros, tout ce que l'on fait est déjà bien, il n'y a pas besoin forcément de progresser. Envisager une démarche de progression, donc se dire on aimerait bien avancer sur ce sujet-là, mais pour l'instant, notre plan de charge ne nous permet pas, voire une démarche de plan d'action qui va nous permettre d'ouvrir un espace plan d'action. Vous me dites ainsi, je suis dans le timing. Alors, il te reste très peu de temps. C'est bon, j'ai quasiment fini. On va pouvoir élaborer son plan d'action. Donc, de cette démarche en cliquant sur plan d'action, on va pouvoir ensuite construire son plan d'action. Un plan d'action, c'est simple, c'est aussi une idée, un pilote, des personnes associées, un niveau de maturité, autant d'actions que nécessaire par rapport au sujet qui nous anime. On va pouvoir y agréger des indicateurs associés, mais je ne vais pas aller très loin dessus, et une échéance, et ce qui va nous permettre ensuite d'avoir un outil de pilotage assez simple sur les indicateurs de pilotage que l'on souhaite suivre. Et enfin, on va pouvoir donc sortir de manière assez simple, et je ne vais pas être trop long, pardon, des indicateurs d'action, de pilotage et des pratiques et un descriptif de ces pratiques. On va pouvoir aussi construire une cartographie de ces parties prenantes, donc identifier les partenaires de l'organisation. Donc, en pouvant positionner ces partenaires sur une matrice de matérialité dédiée à la fois l'importance de la partie prenante et l'influence ou le lien que l'on entretient avec elle. On va pouvoir ensuite la qualifier et y associer un questionnaire qui va vous permettre de construire votre questionnaire d'évaluation qui va vous permettre
d'interroger finalement le regard de vos parties prenantes sur vos pratiques liées à votre référentiel. L'ensemble de ces réponses font l'objet ensuite d'une synthèse, et ces synthèses, c'est une somme en fait d'expressions qualitatives qui vont vous permettre de mesurer finalement les observations. Moi, j'ai coutume de dire qu'entre le regard que l'on porte sur soi et le regard que votre entourage porte sur vous, ben cette différence-là, ce décalage-là, il est source d'inspiration pour retravailler une démarche de progrès. Voilà, en quelques mots, c'est jamais simple à distance de présenter un outil. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis bien sûr à votre disposition pour en échanger. Alors, on va peut-être te demander de départager ton Oui. écran pour qu'on te voit, voilà. Et puis, on peut, après cette présentation, voilà, prendre vos questions. Moi, je vais aller derrière l'écran parce que je pense que les personnes qui sont en ligne ont sûrement également des commentaires. Simplement, merci de cette présentation qui prouve quand même que quand on coopère sur un sujet comme ça, on produit à la fois de la méthodologie, on produit de la pensée. C'est ce que je retiens de ce que tu viens de nous présenter. Et donc, pour le mouvement pour l'économie solidaire, ça nous a paru intéressant après la présentation de l'Institut IDEAS, par exemple, qu'on avait invité il y a quelques semaines. Vous savez qu'on a une chaîne YouTube avec pas mal de témoignages sur l'impact social. Le sujet qui nous intéresse le plus, parce qu'on a porté un programme européen qui s'appelle Devisus, développement d'un écosystème utilité sociale, impact social, c'est la question de la montée en compétences, en fait. Comment on fait pour monter en compétences? Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, l'objectif de cette rencontre, c'est de se poser cette question-là. Comment on monte avec nos ressources, mais aussi, pourquoi pas, des ressources hors de notre territoire, bien sûr. Comment on fait? Donc ça sera le but de l'atelier tout à l'heure. Je crois que j'avais un autre truc, mais ça m'échappe. Alors, c'est pas grave, à vous d'intervenir. Et Léopold va passer auprès de vous. Première question qui se lance, tant que Nicolas est là. Et merci, Nicolas, de cette présentation. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit tour. Il y a combien de têtes de réseau ici? Voilà, vous pouvez vous présenter, parce que comme ça, Nicolas, il voit un peu qui vous êtes. Et peut-être, voilà, il y a au moins 3 têtes de réseau. Ouais, ça marche. Sylvie, je ne peux plus te classer dans... non, c'est fini, c'est autre chose. Moi, Maxime, je travaille pour l'ARA, donc qui est l'Assemblée régionale des radios associatives, donc la Fédération des radios associatives de la région. Ah, parce qu'il y a... Ah, ok, d'accord. Il y a un... Là, ok. Et justement, on est en train de un peu regarder pour travailler sur à la fois les questions de transition écologique et les questions d'utilité sociale, a priori. Tout ça dans un giron qu'on appellerait un observatoire des radios associatives de la région. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant, en tout cas, comme présentation. Marlène Delconte, Union régionale des SCOP et des SIC Occitanie. Donc, j'ai bien entendu votre réflexion autour de la révision coopérative. Merci. Bonjour, Agnès Arrière du mouvement associatif Occitanie, donc tête de réseau du secteur associatif sur le territoire régional. Et nous, pas en titre tête de réseau, mais à titre d'un dispositif qu'on porte, quel parcours adresse, on a effectivement expérimenté l'évaluation d'impact social l'année dernière. Donc, il y a des têtes de réseau, ça c'est déjà une chose. Avant qu'on passe aux collectivités, il y a des structures. Donc, est-ce que, par exemple, Léa, tu veux bien intervenir, te présenter, s'il te plaît? C'est juste pour qu'on voit un peu qui on est. C'est important de savoir qui on est. Donc, combien de structures par ici? Ah ben quand même, il y en a pas mal. Ok, allez, on y va vite.
Nicolas, tu as une question? Non, je voulais juste rappeler qu'il y a aussi ma collègue Karine Féniès-Dupont qui est avec nous aussi, que j'avais associée, qui est de la CRES des Pays de la Loire, qui Oui, pourra ben aussi bonjour. rajouter un mot sur l'histoire. Ouais. Excuse-moi, Karine, on a démarré. Tu nous as rejoint, mais Pas voilà, de souci, t'inquiète pas. Allez, on finit le petit tour. Karine, ça ne te dérange pas? Puis après, tu nous expliques. Allez, c'est parti. On finit pour le petit tour, savoir qui on est quand même. Donc, Scope égalitaire, c'est ça? Oui, bonjour. Léa Bédel de la Scope égalitaire, qui est un organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat des femmes. D'accord. Donc, voilà. Ah ouais. Bonjour, Nathalie Lacassagne, je fais partie de la CAE COP Action qui accompagne dans les métiers du bâtiment. Et on est situé à Ramonville, à proximité de Toulouse. Il y a ta voisine de là, non? Non? Si? Oh, si. Oui, bonjour Mélanie Verdier, moi je suis accompagnatrice de projet dans l'ESS à travers différents dispositifs. D'accord. Donc, plutôt consultante, on va dire. Mademoiselle. Moi, je travaille pour le pôle ESS des herbes folles. Voilà. Du coup, qui est aussi sur de l'économie circulaire et tout ce qui est sur de la rénovation de bâtiments avec des matériaux renouvelés. Oui, bonjour. Régine Moulet, présidente de la Maison d'initiative coopérative d'activité d'emploi. On a 30 ans et c'est intéressant, Nicolas, je vous partage ça. C'est que nous, on est en plein, justement, réflexion. Le projet porté par la SCOP, c'est quoi? On subit, quelle est notre utilité sociale? Finalement, comment on fait évoluer notre projet au fil de l'eau? C'est des vrais sujets et c'est notre actualité. Donc, merci de partager tout ça. C'est bien, on a fait le tour des structures. Si, il reste on a une structure étrangère à TMI, mais qui fait partie du MES. Bonjour, je suis Aurore Chiron, du coup je fais partie de l'association Cap Essence et aussi de la SIC Cap et Centre, donc du coup en Ariège. Voilà, et derrière. Oui, voilà, même si c'est un peu à côté, mais quand même, je ne suis pas dans le collectif TMI, donc je suis Sylvie Kermarek et je représente la Fondation de France Sud-Ouest, qui a maintenant, en ma personne et en la personne d'un autre bénévole, des correspondants territoriaux sur ce territoire. Et du coup, est-ce que je peux en profiter pour poser une question? Ma question, c'était de dire, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples de ce que ça a transformé dans les organisations qui font ces démarches d'amélioration continue d'impact ou d'utilité sociale? Quels exemples simples, un ou deux exemples simples de quelle transformation ça a amené ou quel bénéfice, tout simplement? Très bien. De ce fait, je propose que Karine puisse parler et peut-être répondre en partie à cette question avec Nicolas. Et puis, on prendra d'autres questions. On va aussi demander aux gens en ligne s'ils ont des choses à nous dire. Oui, bonjour. Donc, Karine Féniès-Dupont, donc de la CRES des Pays de la Loire, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et donc, vous parlez tout à l'heure de coopération. Donc, le projet ESS Pratique est vraiment la concrétisation d'une coopération entre réseaux de l'économie sociale et solidaire adhérents ou non adhérents à la CRES. Alors, je veux pas, vu que je suis arrivée après le début, je veux pas faire redite de ce qu'a pu dire Nicolas, mais toujours est-il qu'on est vraiment parti du guide des bonnes pratiques, qui était pour nous l'occasion de pouvoir vraiment sensibiliser les acteurs de l'ESS de notre territoire aux enjeux de bonnes pratiques, d'exemplarité, de RSE. Enfin voilà, c'était déjà des sujets qu'on abordait, qu'on avait déjà travaillé avec nos adhérents il y a bien avant la mise en œuvre obligatoire dans le cadre de la loi ESS sur le guide des bonnes pratiques. Donc là, ça a été l'occasion aussi de pouvoir vraiment concrétiser notre sensibilisation à vraiment l'outillage, parce que c'est ça qui ressortait des différents temps de sensibilisation autour du guide des bonnes pratiques. C'est d'accord, mais comment on s'y prend, comment on fait, comment on capitalise, comment je peux avoir une traçabilité aussi finalement de toutes les actions qui sont mises en œuvre. Donc,
c'est de cette manière-là qu'avec Nicolas, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt où on a pu accompagner voilà, une petite dizaine de structures à la mise en œuvre et finalement à la co-construction de l'outil qui était d'abord basé sur ISO 26000 ou le guide des bonnes pratiques. Et puis, comme l'a montré aussi tout à l'heure Nicolas, c'est petit à petit comment on a fait évoluer aussi l'outil par rapport aux besoins des structures et surtout par rapport aux besoins des réseaux. Parce que ça a vraiment été là la stratégie qu'on a mis en place depuis quelques mois, c'est plutôt rentrer par les réseaux pour que eux-mêmes soient en capacité aussi d'accompagner, de travailler avec leurs membres. Et donc, lors de l'AMI, la question de l'accessibilité, donc a abordé Nicolas, a été largement discutée, débattue, mais aussi la question de la propriété, c'est-à-dire que l'outil, à qui il appartenait en fait. Est-ce qu'il appartenait à RSCOP ou l'ouvre-boîte via Nicolas ou à la CRES parce que du coup, on était aussi, nous, à l'initiative du projet. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec les membres du comité qu'on avait mis en place. Donc, il y avait des réseaux adhérents. Le mouvement associatif, nous, en Pays de la Loire, n'adhère pas à la CRES, mais on a une charte de coopération. Donc, le mouvement associatif était aussi dans le tour de table, les réseaux de l'insertion, des chercheurs universitaires, des collectivités territoriales, notamment État, région, Nantes Métropole, parce que ils avaient aussi un intérêt sur le sujet. Et puis, Nantes Métropole porte une plateforme RSE aussi territoriale. Et donc, voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de débats pour en conclure. Bon, même si avec Nicolas, on avait déjà la question de la coopération et donc d'un statut plutôt coopératif pour coporter l'outil. Finalement, il a fallu plusieurs mois, je dis pas années, mais presque, pour pouvoir vraiment décider collectivement que c'était un portage coopératif qui était vraiment le plus, euh, le plus à l'image finalement de toute la méthodologie qu'on avait mis en place jusque-là. Et donc, la SIC est née en juillet 2021. C'est ça, Nicolas? C'est 2022, ça. je sais jamais. Non, 21. 2021. 2021. Et ça a été assez naturel, en fait. Enfin, là, il n'y a pas eu à forcer ou les discussions auparavant ont permis finalement que ça soit naturel, que l'outil devienne plutôt soit porté collectivement par une SIC. Donc, on a eu tout un accompagnement aussi autour de la SIC. Donc, ça permet aussi de monter en compétence sur le sujet. Et voilà. Donc, en tout cas, c'était une belle aventure et on voit maintenant finalement. Donc, la SIC a été créée en 2021. Nous, à la CRES, on travaille déjà depuis 2010-2012 sur le sujet pour commencer aussi à sensibiliser nos adhérents sur l'éco-conditionnalité des aides publiques. Enfin, voilà, tous ces sujets aussi de qui on est, de l'identité, de l'utilité sociale des acteurs. Finalement, on voit là que le fait que l'UNAGE, que SS France deviennent sociétaires de la SIC, on voit que ça y est, c'est un sujet et que les réseaux s'y mettent vraiment et voient vraiment l'enjeu et la stratégie qu'il y a derrière cette question de utilité sociale, impact social, ou en tout cas globalement amélioration continue, quoi. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Sylvie, ou pas Non, on n'a vraiment? pas donné d'exemple de transformation, mais peut-être que je vais laisser Nicolas. Ouais. Je pense surtout à l'Urage où c'est vraiment Oui, assez oui. emblématique. Ouais. Ce qui était très intéressant, donc l'Urage, c'est un réseau en Pays de la Loire de 25 associations Habitat Jeunes. Donc, donc ils sont partis ensemble hein, sur une démarche. Ils étaient depuis 9 ans sur une démarche de qualité. Et ça devait être en 2000, je sais plus, 16-17. Ils s'interrogent sur le fait que bah, la qualité, c'est à ses limites. C'est un peu enfermant et veulent basculer sur une démarche de RSO. Mesurant bien que les enjeux de transition écologique montent, qu'il faut redonner aussi du sens politique au projet et que la qualité, elle n'est pas suffisamment politique d'un point de vue résonance, en fait, les habitats jeunes souffraient d'un manque de visibilité, lisibilité auprès des territoires. Et donc, on va bâtir ce référentiel ensemble. Donc, je leur présente ce que c'est que l'ISO 26000. Bon, c'est un truc un peu ésotérique au départ. Et puis, on va retravailler toute la sémantique, le vocabulaire, pour réintégrer le vocabulaire des habitats jeunes dans les enjeux d'une traduction du guide des bonnes pratiques de la loi ESS pour en faire quelque chose de beaucoup plus intégré, beaucoup plus voilà, qui parle à tous. Parce qu'il y a un sujet important aussi de l'administrateur au salarié, à l'animateur sur le terrain, parce que c'est pas non plus
Voilà, ce n'est pas un truc d'expert, ça doit être donc il y a eu beaucoup de retravail sur ces sujets-là. Et puis, qu'est-ce que ça a traduit de manière assez globale? C'est ouais, d'abord, d'un point de vue structurant, ils ont constitué des trinômes qui réunit direction, un administrateur, un référent dans chacune des structures. Ce qui a permis aussi de créer du lien entre le projet associatif et la traduction très opérationnelle sur le terrain dans les différents établissements. Ça a permis donc ça c'est aussi la structuration du réseau, c'est pas juste l'outil il n'est qu'au service d'un réseau. Ça a permis de mettre en place des réunions régionales, donc 3 par an, donc 2 C correspondants RSO, et de faire monter en évidence à la fois toute l'appétence qu'il y avait des jeunes et de trouver des réponses à l'anxiété, notamment sur le climat, parce qu'ils ont quand même beaucoup de publics aujourd'hui sur lequel ils n'étaient pas outillés pour pouvoir y répondre. Donc, échange de pratiques. J'ai un souvenir très, 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 très concret sur des partages d'animation autour de la sensibilisation aux enjeux énergétiques. Ça a permis aussi, à travers cette labellisation interne qu'ils ont menée, de faire monter des sujets, notamment les enjeux de transition énergétique et de rénovation des bâtiments, et de construire un dossier régional d'aide financière pour l'isolation des bâtiments du réseau, et de monter en capacité de plaidoyer auprès des instances collectivités, régions et États. Voilà, pour montrer un exemple très, très pratico-pratique, et donc de trouver du financement pour l'ensemble du réseau. Dans le monde de l'IAE, par exemple, on a aussi travaillé sur les enjeux de mobilité, notamment les enjeux de mobilité inclusive, sur un projet qui a été monté à l'issue des différents engagements et de partage de ces engagements, la réponse au projet 13, qui est un projet cofinancé par l'ARACT, sur les enjeux de transition sociale et écologique. Et là aussi, de mettre en évidence les bonnes pratiques du réseau, notamment sur les enjeux de mobilité, entre les mobilités urbaines, rurales, montrer que finalement, la pratique du vélo et la culture du vélo n'est pas du tout la même en milieu rural et en milieu urbain. Enfin, voilà, croiser les pratiques, mettre en évidence les pratiques de mobilité douce au sein du réseau, de partager les enjeux et les financements et les opportunités qui pouvaient exister entre le département, le réseau de l'IAE, les pratiques associatives, pour faire monter tout le monde en compétence sur ces enjeux-là, par exemple, de mobilité. Est-ce qu'on utilise... Merci. Oui, merci Nicolas. Alors j'ai oublié, non, j'ai pas oublié, je réservais un temps spécifique parce que nous avons dans la salle, forcément, on a toute l'équipe de Toulouse Métropole et Ville de Toulouse. Donc éventuellement, est-ce que l'une d'entre vous, déjà, si vous pouviez juste vous mettre debout et peut-être qu'on fasse un petit tour de l'une ou l'autre. Peut-être qu'il faut que vous vous rapprochiez, mais vous méritez d'être au centre à l'équipe de Toulouse. Est-ce que tu les vois là? Oui. Un peu loin, un peu loin, un peu loin. Merci. Bonjour Nicolas, bonjour Karine. Voilà, on est l'équipe de Toulouse Métropole, Sylvie, Ville de Toulouse, qui se lève aussi. Vous me connaissez puisqu'on s'est vu à Nantes justement et je vous avais dit que l'outil serait super intéressant à présenter ici sur le territoire. Coucou Karine, avec qui j'ai travaillé quelques années aussi. Merci pour cette présentation. Et effectivement, on est là parce qu'on anime le réseau et qu'on se dit qu'un outil comme ça peut être aussi peut-être un outil partagé territorialement. Si ça intéresse l'écosystème pour accéder à un outil de pilotage et d'évaluation, d'où le fait de vous faire intervenir aujourd'hui via le MES. Mathilde Oui, donc on peut faire vous un me connaissez, petit tour, mais Aurélie Zucis-Thiriard. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les différentes fonctions que vous avez et le fait qu'on est là réunis aujourd'hui. Donc, c'est peut-être intéressant, Mathilde. Tu te présentes. Donc, Toulouse Métropole aussi, chargée de mission ESS Europe. Donc, aujourd'hui, je travaille sur des projets européens
européen qui traite donc d'une part de l'entrepreneuriat social et d'autre part c'est Erasmus+, donc la mobilité pour monter en compétences. Et avant ça, j'ai travaillé sur les Social Impact Bonds, les contrats impact. J'en ai fait une thèse. Et donc, la mesure d'impact social est au cœur de ce dispositif, qui est un dispositif de financement pour des innovations sociales, dans lequel l'État finance en fonction des résultats sociaux. Et du coup, des investisseurs privés viennent avancer l'argent pour que les associations réalisent leurs expérimentations et soient financées en cas de succès par la suite par l'État. Et donc, l'État rembourse aux investisseurs avec un retour sur investissement. Donc voilà. Donc là, l'évaluation d'impact est au cœur du dispositif. Elle est liée à un dispositif financier, donc ça pèse sur les assos, sur les initiatives. Voilà. Donc toujours intéressé par ce sujet de la mesure d'impact, pas tant comme mesure, mais comme effectivement démarche d'amélioration collective, démarche d'exploration collective. Voilà, donc merci pour la présentation. Bonjour, je suis Elsa Bernard, chargée de mission économie sociale et solidaire et innovation sociale, donc à Toulouse Métropole aussi. Et moi, je suis en charge de l'animation du parcours entreprise ESS, donc tout le parcours d'accompagnement, financement, hébergement des porteurs de projets et structures de l'économie sociale et solidaire. Donc après, c'est vrai que c'est une étape tout à fait complémentaire, l'évaluation de l'impact social pour les structures, mais bon, voilà, qui est importante à mettre en place dès l'origine et puis tout au long de la vie des structures. Donc, ça reste tout à fait complémentaire et intéressant. D'ailleurs, on l'a rajouté dans le parcours. Oui, ouais, c'est bien. Tu as remarqué. Bonjour, donc moi c'est Alissa Montero, je suis arrivée en septembre à la métropole en tant qu'apprentie. Donc je suis apprentie, donc je les aide sur toutes les missions qu'elles peuvent donner en appui et je fais un master 2 en ingénierie de la transition des territoires. Donc je suis contente de découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. Et j'ai entendu parler des Pays de la Loire aussi pour le collège des transitions sociétales, principalement dans le master. Donc voilà. Et bonjour, Sylvie Franqueville, donc je suis chargée de mission économie sociale et solidaire sur la ville de Toulouse. Voilà. Et très intéressée par vos travaux. Ça fait 6 mois que je suis arrivée dans la collectivité et que forcément le sujet de l'impact social et de l'ensemble des structures qu'on accompagne est forcément au cœur des préoccupations, donc très intéressée par ce sujet-là pour améliorer aussi nos pratiques et nos accompagnements. Merci. Voilà, donc on a fait un petit tour du public qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas tous les acteurs de Toulouse Métropole Impact. On peut peut-être prendre une dernière question. Agnès ? Oui, moi j'avais une question. En tout cas, j'ai peut-être pas, voilà, j'ai peut-être loupé l'information, mais je m'interrogeais sur le fait qu'il n'y ait pas une entrée d'une question évaluative. J'ai l'impression que là, effectivement, on est sur une évaluation d'impact, un état des lieux qualitatif ou quantitatif d'une structure, mais il me semble quand même hyper important de se poser la question du prisme sur lequel on veut le prendre et de pouvoir identifier en amont l'impact qu'on souhaite avoir et du coup venir questionner cet impact-là. Le risque de vouloir balayer parfois trop large, c'est qu'on ne soit pas assez précis. Nous, pour prendre l'exemple du parcours adresse, on avait 2 prismes possibles de se dire qu'est-ce qu'on veut mesurer l'impact pour les bénéficiaires ou est-ce qu'on aurait pu aussi prendre le parti de dire est-ce qu'on veut mesurer l'impact sur une chaîne d'accompagnement, sur l'économie de l'accompagnement sur le territoire et ainsi de suite. Et c'est vrai que dans votre présentation, en tout cas dans l'outil, je n'ai pas vu cette entrée de questions évaluatives et d'impact souhaité en tout cas. Merci Nicolas. Tu peux répondre à cette question ? Oui, bien sûr. Enfin, répondre, je ne sais pas. En tout cas, je peux apporter évidemment un avis. Nous, ce qui nous semblait important, c'est d'abord de bien définir l'ensemble du spectre des sujets et l'intérêt des démarches RSE, RSO, c'est qu'on a un spectre large. Dans ce spectre large, il y a des sujets sur lesquels on est super fort et des sujets sur lesquels on a des angles morts.
Et donc, d'avoir cette vision à 360, c'est déjà de prendre conscience qu'il peut y avoir potentiellement des angles morts sur lesquels on peut être amené à se poser des questions. Deuxième remarque, c'est donc oui, on n'est pas sur une démarche. Quand j'étais dans les ONG, j'ai travaillé 17 ans dans les ONG, des évaluations, on en a fait beaucoup. On se pose une question évaluative et puis on se retrouve à la fin de l'évaluation. C'est un one-shot, c'est difficile de le construire dans la durée, cette démarche de l'évaluation. Après, on aborde les sujets les uns après les autres. La démarche de l'amélioration continue, c'est qu'on va construire progressivement des questions sur lesquelles on va rentrer dans une logique de suivi, d'interrogation dans le temps. Et ça, c'est plutôt intéressant de se dire, pour utiliser l'outil, moi depuis plus de 6 ans aujourd'hui, de regarder et d'avoir tous les éléments d'évolution en fait, de mes pratiques depuis 6 ans, y compris qualitatives. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc, on va ouvrir progressivement dans ce large spectre de questions, parce qu'on a un référentiel avec 20, 30, 50, voire 150 critères si on prend l'évaluation du médico-social. En fait, on ne va pas ouvrir ces 150 critères à la fois. On va peut-être en ouvrir 2, 3 qui correspondent peut-être aux questions évaluatives, les thématiques sur lesquelles on va creuser. Et on va commencer à engager un travail sur ce thème-là qu'on va inscrire dans la durée. On va inscrire sur 2, 3, 4, 5 ans, et puis on va ouvrir un deuxième chapitre, puis un troisième, quatrième chapitre, puis un cinquième chapitre, tout en gardant finalement le suivi de la mesure, en fait, du premier sujet qu'on a ouvert il y a 3 ou 4 ans, etc. Donc, en fait, il y a une démarche progressive où on capitalise finalement toutes ces démarches d'évaluation les unes après les autres pour pouvoir construire et élargir finalement le spectre de l'évaluation de son organisation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Après, on a des questionnaires. Moi, je rajoute. Oui, pardon, vas-y. On a aussi l'entrée par le questionnaire externe, là, qui est plutôt intéressant. Donc, aujourd'hui, on a effectivement une limite, c'est qu'on a un seul questionnaire proposé. Mais on aimerait pouvoir développer une multiplicité de questionnaires. Je sais que c'est ce que fait, par exemple, Impact Track. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation, hein, mais en fait, l'idée étant de pouvoir construire aussi une batterie de questionnaires pour pouvoir venir compléter finalement la recherche de mesures en fait, d'impact, hein, le avant-après pour un salarié en parcours, pour un partenaire institutionnel, voilà, et pour pouvoir aussi cibler un certain nombre de questions au fur et à mesure qu'on s'interroge finalement sur ces pratiques. Juste pour peut-être compléter, en tout cas dans ce que j'analyse de ce que tu as dit, c'est qu'effectivement quand on est vraiment sur, on va dire, alors, le mot consacré, la mesure d'impact, on est bien obligé de resserrer en effet. Pour autant, il me semble qu'assez classiquement, les mesures d'impact, quand on essaye de les faire cas 1, cas 1, comme on peut, elles soulèvent d'autres questions. Et en fait, si on n'inscrit pas la question le sujet de l'évaluation, en fait, dans la structure comme une donnée constante, parce que ça permet l'amélioration continue, parce que ça permet de piloter le projet, parce que ça permet de résister aussi, parce qu'il y a quand même des endroits de résistance qui sont nécessaires, ou de négociation avec ce qui nous entoure, on va dire ça comme ça. Finalement, c'est dans un processus plus large que la mesure d'impact existe. Elle existe, elle est parfois nécessaire. J'ai un exemple en tête, j'ai assisté à une présentation de mesures d'impact dans un webinaire sur une structure. Alors, je ne vais pas trop détailler la structure parce que voilà, je vais rester sur ma réserve, mais il y avait à peu près 60 participants, dont France Travail, Pôle emploi, les dettes, enfin voilà, tout un tas de gens. Et donc, joyeusement, la structure a présenté un résultat national. Voilà, petit clin d'œil. En fait, c'était très bien fait, très qualitatif, etc. Sauf que le financeur derrière, lui, il n'a pas voulu entendre. Il y a un des financeurs qui finalement est allé, je dirais presque démonter ce qui a été présenté. Donc, quand on parle, enfin voilà, il y a aussi que quand on dévoile ce qu'on fait avec toute la sincérité qualitative, mais aussi quantitative, il y a toujours quelqu'un qui finance et qui va dire « Ah oui, mais votre chiffre là, je ne suis pas bien sûr, vous êtes sûr là de votre critère ?» Donc, il y a quand même à anticiper ces actions, enfin ces problématiques
face à ceux qui financent. Je ne fais pas d'opposition avec le secteur public en général, hein. C'est juste que dans cette situation, ben là, il y avait un financeur, l'État en particulier, qui était quand même pas du tout très bienveillant, en fait. C'est passé comme ça, mais ça veut dire que dans la négo économique qu'il y a derrière, hein, qu'on voit pas, ça doit être un peu, je dirais pas à couteau tiré, mais enfin compliqué. Donc, ça veut dire que là, par exemple, OK, on présente un machin, mais derrière, ça soulève quand même la question des financements, la question de l'injonction à devoir prouver des choses qu'on ne peut pas forcément prouver parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Enfin, voilà, ça pose tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que ça s'intègre dans autre chose que la mesure d'impact. C'est-à-dire qu'il faut parfois faire la mesure d'impact, mais c'est pas... si on ne fait que ça, on risque fort de perdre un peu la main. Et je vous redis ce qu'a dit Frédéric Tiberghien, récent président et donc plus président de FER, Finansol, ex-Finansol, qui vous a dit ici à Toulouse, les acteurs de l'ESS, c'est comme vous voulez, soit vous adoptez les méthodes d'évaluation venues du marché, on va dire ça comme ça, soit vous vous appropriez vos méthodologies d'évaluation et vous combattez un peu sur ce sujet, vous ne prenez pas tout comme ça. Même si, et là, c'est intéressant à Toulouse Métropole Impact, et je vous remercie, parce que là, on est en train d'essayer, dans le cadre de TMI, à justement faire l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire à essayer de construire une démarche commune qui nous permette de monter en compétences, d'avoir des outils, alors celui-ci, peut-être d'autres, en tout cas de se parler de ce sujet-là. Et c'est un peu comme ça que j'aimerais finir, sauf si vous avez encore une question ou s'il y a une question en ligne. Je ne sais pas s'il y a eu des questions nouvelles ou pas. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Je sais que la DEFPAT était en ligne, mais je n'ai pas vu de questions émerger. Non. Non. Bon, il n'y a pas eu de questions. Il y a un Guillaume, il y a d'autres personnes, mais ils ne se sont pas manifestés. Bon, ben voilà. Est-ce que ça vous va si on arrête là? On peut peut-être te demander, Nicolas, le mot de la fin? En tout cas, moi, je reste à votre disposition, bien sûr. Si jamais vous avez besoin qu'on refasse un temps voilà, de présentation de l'outil, forcément, dans ce type d'échange aujourd'hui, l'idée, ce n'était pas de rentrer à l'intérieur de la machine. Hein, c'est toujours délicat et pas toujours... Enfin, il faut donner la priorité aux échanges. Et donc, on reste à votre disposition là-dessus. Merci en tout cas pour cette occasion de faire connaître en tout cas cette SIC, et nous on serait ravis d'avoir un peu plus de relais, de partenaires en Occitanie. Je sais qu'on avait discuté avec une CAE, notamment sur l'accompagnement des entrepreneurs qui avaient fait tout un travail avec un financement européen sur voilà, comment accompagner des entrepreneurs en création pour construire leur propre référentiel. Et peut-être le mot de la fin, c'est d'essayer de trouver, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, entre ce qui peut être régalien, directif, normatif, et ce dont on doit construire par nous-mêmes dans nos propres process d'évaluation, ben on arrive à construire cet hybride-là. En fait, c'est ça, c'est de ne pas être rentré dans les cadres qu'on nous donne sur des questionnaires évaluatifs ou de référentiels très directifs et très descendants, y compris le guide des bonnes pratiques de la loi ESS n'a pas fonctionné pour ça d'ailleurs, parce qu'on avait besoin de se réapproprier en fait les enjeux de l'évaluation sur nos enjeux. La sémantique, c'est très important. Le cadre, les sujets, ce sur quoi chaque réseau, chaque organisation a des focales particulières sur lesquelles elle doit insister. Et c'est cette agilité-là entre le régalien et la spécificité de chacun qu'on essaye de travailler. En tout cas, c'est dans cet interstice-là qu'on se positionne. Eh bien, merci Nicolas. On va se quitter. On va d'ailleurs arrêter l'enregistrement.